bienvenue, vous qui êtes déjà là, ainsi que les collègues qui vont nous rejoindre. Je souhaitais vous demander, comme nous ne saurons pas nous présenter individuellement, ça prendrait beaucoup de temps, que vous puissiez écrire dans le chat votre nom, votre poste, votre service dans lequel vous travaillez, ainsi que le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous pouvez l'écrire de manière à ce que nous puissions, à travers cette voie-là, de pouvoir nous connaître, ça serait une très bonne chose. Donc, nous allons commencer notre session. Nous espérons qu'il va durer 1h30, sinon moins, sur justement les produits de santé. J'espère que tout le monde voit l'écran. C'est que la présentation que Aman a affichée. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, docteur. Mobélé du Tchad. Merci. Oui, l'écran est visible, directeur. Merci beaucoup. OK. Aman, on peut passer au deuxième. Je ne vois pas l'écran. RDC, l'écran n'est pas visible. L'écran n'est pas visible? L'écran n'est pas visible. Bienvenue, Mabanza, RDC. D'accord. Ou alors, il y a d'autres collègues qui le voient déjà. Oui. Est-ce que vous pouvez... Et moi, je le vois. Et moi, je vois l'écran. OK. Bienvenue. En RDC. Merci. Bienvenue. Vous pouvez couper, vous essayez de vous reconnecter pour être en mesure de voir l'écran peut-être. L'écran est visible, RDC Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. OK. En attendant que les autres collègues ne puissent se connecter, voilà le plan de présentation que nous avons proposé pour vous. Nous aurons une petite introduction, comme vous allez le voir bientôt. Voir très rapidement comment nous allons fixer les objectifs et le déroulement du webinaire. Pour ceux qui ont assisté à la présentation au webinaire du mois passé, nous allons rappeler pendant quelques minutes les questions que nous avions posées au module 1, de manière à ce que nous puissions savoir si vous avez fait de la recherche et que vous avez trouvé des réponses. Ensuite, nous passerons à la présentation de points clés du module 2, qui est en fait constitué de 8 chapitres. Nous avons essayé de les réduire en quelques points clés. Et ensuite, pour les apprenants qui suivent les cours, qui ont peut-être déjà dépassé ce chapitre, ou ceux qui ont qui sont à ce chapitre, ou encore ceux-là qui sont encore sur le module 1, si dans la formation que vous avez suivie, s'il y a des difficultés que vous avez rencontrées, s'il y a des attentes ou des suggestions, nous sommes là pour en discuter et que nous puissions trouver des réponses. Alors, nous demandons à tous ceux qui sont là de pouvoir fermer leur micro pour éviter les interférences qui peuvent arriver. Merci, Aman. On peut passer au suivant, à la diapositive suivante. Voilà, je suis Franck Biaï, je suis pharmacien. Je peux dire aussi un ancien étudiant ou apprenant de Empower School of Health. Actuellement, je suis conseiller senior pour Empower School of Health. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans la gestion donc, de la chaîne d'approvisionnement. J'ai été, il y a quelques années, responsable de l'unité GAS pour le PR, récipiendaire principal ministère de la Santé, pour le financement Fonds mondial.
Donc, j'ai géré en fait l'ensemble de tout ce qui était approvisionnement au niveau du pays, que ce soit pour des produits médicaux et les produits non médicaux du Fonds mondial pour les rounds passés. J'ai été conseiller de plusieurs ministres de santé, notamment depuis 2001, 2017, 2019, pendant ces années-là. Ancien directeur de la pharmacie et du médicament en 2005. J'ai été aussi directeur adjoint du programme national d'approvisionnement médicaments, où je suis actuellement comme directeur. Plusieurs fois consultant national et international dans quelques pays, notamment Éthiopie, Burundi, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Niger et d'autres encore. Voilà. Et aussi, au niveau de la RDC, nous avons pu mettre en place un système e-sigle, qu'on appelle e-sigle, donc le système d'information en gestion logistique à travers une plateforme. Et nous avons également développé un processus de quantification nationale avec approche ascendante, donc en partant du bas vers le haut. Et nous allons partager ensemble justement quelques points clés de ce module 1 pour que nous puissions voir quelle est son importance en fait dans la chaîne d'approvisionnement. Merci Aman, on peut passer. Voilà, pendant le webinaire, nous vous recommandons de couper votre micro et éteindre votre vidéo. C'est pour éviter les interférences, mais également le ralentissement de la connexion. Vous pouvez poser vos questions en utilisant donc le chat, donc les messages, à travers les messages dans le chat, ou lorsque le moment sera venu, vous aurez à lever la main et nous vous accorderons la parole. Nous signalons que dans le chat, au fur et à mesure que nous ferons la présentation, vous pouvez déjà écrire les questions que vous constatez ou que vous avez, des préoccupations. Et ensuite, à la fin de la présentation, comme nous avons une plage, comme vous allez voir dans l'agenda, qui est réservée justement aux différents échanges que nous allons voir ensemble. Et ensuite, lorsque vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de réactiver votre micro, d'allumer aussi votre vidéo pour que nous puissions mettre le nom sur le visage. Nous signalons que les enregistrements seront disponibles sur le site d'Empower School of Health et les diapositives seront partagées à tous les participants. Merci beaucoup, Aman. On peut passer. Alors, l'objectif principal de ce webinaire est de pouvoir donner l'occasion aux apprenants qui suivent les cours. Mais vous savez très bien que nous avons élargi les audiences même à ceux qui ne sont pas des apprenants, mais également ceux qui pourront être intéressés pour suivre ces cours de manière ultérieure. C'est justement échanger des problèmes, des questions que ceux qui suivent les cours ont rencontrés, mais aussi de partager des expériences parce que je vois que nous sommes nombreux à être de plusieurs pays. J'ai vu des collègues du Tchad, j'ai vu des collègues de Congo-Brazzaville, j'ai vu des collègues d'Haïti. Donc, nous sommes là avec chacun une expérience que nous vivons tous les jours, des défis qui se présentent à nous et des solutions que nous proposons. Tout cela font partie justement des éléments d'apprentissage qui vont nous aider à chacun de pouvoir tirer le maximum d'informations et de mettre en place chez lui ou dans son environnement des conditions pour pouvoir améliorer en fait la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous allons résumer le module. Ensuite, nous vous inviterons à poser des questions si cela est nécessaire. Nous pourrions vous amener à ce que vous puissiez vous auto-évaluer en rapport avec l'acquisition de compétences au fur et à mesure que le cours avance, qui est un cours de plusieurs modules. Amen, s'il vous plaît. Alors, voilà le programme, l'agenda tel que nous l'avons proposé. Nous avons donc 5 minutes pour la conduite à tenir que nous venons de passer. Nous prendrons 15 minutes
pour faire un petit rappel sur les questions que nous avions posées pour ceux qui avaient suivi le module passé ou ceux qui pourront avoir des réponses pour ces questions. Nous passerons 45 minutes sur les points clés du concept donc, de ce module 2, sur le concept de produits de santé, et nous aurons 25 minutes pour pouvoir poser des questions et échanger ensemble les expériences pour que nous puissions sortir avec des éléments qui vont nous enrichir et permettre que nous puissions améliorer la chaîne d'approvisionnement dans notre environnement. Amen, je vous en prie. Alors, juste pour rappel, ce cours contient 9 modules, comme vous le voyez bien. Et au début du cours, nous vous recommandons de pouvoir faire d'abord cette présentation, de passer le cours en ligne que le PNUD a mis à la disposition justement de tous les pays. Et c'est ce module qui nous prépare à pouvoir entamer le processus le processus qui consiste justement à pouvoir passer en revue tous les modules qui suivent. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois qu'il y a une collègue qui signale avoir des problèmes d'audition. Est-ce que tout le monde entend? Moi, je vous entends bien. Moi, très bien, directeur. Je vous entends bien, directeur. Merci beaucoup. Donc, nous aurons, pour ceux qui sont des apprenants, voilà les modules qui se présentent. Nous avons l'introduction à la gestion des achats et la chaîne d'approvisionnement, pour lequel nous avions eu un webinaire le 30 juin 2022, donc le mois passé. Nous avons les produits de santé, le webinaire en question aujourd'hui. Nous avons les modules sur la quantification et planification des approvisionnements, qui sera suivi au module 4 des achats publics de santé, au module 5 de gestion des stocks, au module 6, stockage et distribution, au module 7, l'usage rationnel de médicaments, le module 8, donc les fonctions et les systèmes de soutien à la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé, le module 9 qui va tabler sur le leadership en santé, et enfin, on termine par une étude des cas qui est une sorte d'étude de la problématique que vous avez identifiée et pour lequel vous proposez des solutions en fait de pouvoir améliorer la chaîne d'approvisionnement. Et c'est à la suite d'avoir fait ce contour que vous pouvez obtenir justement le diplôme d'études supérieures en gestion de la chaîne d'approvisionnement des achats publics. Et vous le savez très bien que pour passer d'un module à un autre, il faut satisfaire à l'évaluation ainsi qu'à l'ensemble de quiz ou de questions qui sont posées à la fin de chaque module. Merci, Aman, on peut passer. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, donc au mois de juin, ces questions ont été posées. Nous avons voulu revenir très rapidement dessus. Nous avons environ 10 minutes pour que vous puissiez nous dire dans vos pays, dans votre environnement, est-ce que vous avez des réponses aux questions que nous posons? La première, avez-vous des listes de médicaments essentiels dans vos pays ou dans votre environnement là où vous travaillez? Dans vos pays, parce que nous sommes plusieurs pays ici, mais c'est surtout aussi, est-ce que dans les structures où nous travaillons, ça peut être dans les dépôts des hôpitaux, de formation sanitaire ou des centres de santé, au niveau des districts sanitaires, s'il y a des dépôts ou des entrepôts, au niveau, au niveau régional ou au niveau national, est-ce que nous avons ce référentiel de la liste des médicaments essentiels? Si cette liste existe, est-ce qu'elles sont à jour? Vous savez très bien que l'OMS recommande que ces listes soient revues tous les 2 ans, mais il y a bien sûr des différences, notamment liées, par exemple, lorsqu'il y a des changements de protocole dans le cadre de VIH, souvent ces listes sont revues même plus tôt, avant 2 ans.
quelle est la situation dans votre pays ou dans votre environnement? Quels sont les délais de révision que vous avez enregistrés? Nous pourrions par exemple être intéressés de savoir entre la liste actuelle que vous avez dans le pays et l'avant-dernière liste, combien de temps cela a pris avant que les listes ne soient révises? Combien de temps en termes d'années? L'autre question, c'est quelles sont les dépenses pharmaceutiques totales de votre pays et si cela s'entend par ce que l'État lui-même a dépensé chaque année. Nous pourrions ici prendre par exemple l'année 2021 parce qu'elle est terminée. Nous savons que bien sûr la COVID-19 a été là, mais est-ce que nous avons le chiffre des dépenses pharmaceutiques totales du pays en 2021? Les dépenses entendues comme étant les fonds décaissés, déboursés par les gouvernements pour acheter les médicaments durant toute l'année. Est-ce que ce chiffre, vous l'avez, est-ce que vous le connaissez? Et quelles sont les dépenses pharmaceutiques par habitant et par an de votre pays, de votre environnement? Ensuite, la dernière question, avez-vous déjà mesuré en fait le bénéfice thérapeutique? Pour les collègues qui ont eu le premier module, je pense qu'ils peuvent avoir la réponse à cette question. Nous sommes intéressés de savoir si une étude a été faite dans votre pays ou dans votre environnement pour mesurer le bénéfice thérapeutique. Nous nous donnons à peu près 5 minutes. Celui qui a de réponses à ces questions peut lever la main pour pouvoir nous partager les informations sur les questions que nous avions posées la dernière fois. OK, je vois le docteur Masra. Aaron, vous avez la parole. Merci, docteur Franck. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous me recevez très bien. Donc, voilà, moi, je participe là depuis le Tchad. Pour la première question, qui est de savoir, est-ce qu'il y a une liste de médicaments essentiels au Tchad? Oui, il y a une liste de médicaments essentiels dans mon pays. Sauf que la version qui est à jour maintenant, elle date de 2018. Normalement, selon les directives de l'OMS, cette liste devait être mise à jour toutes les 2 années, mais ce n'était pas le cas. Donc, la dernière version date de 2018 et je pense que c'était récemment au mois d'avril-mai, sous le lead de l'OMS, où voilà, les différents partenaires avec le ministère de la Santé publique, nous avons eu à travailler dessus. Donc, nous espérons que d'ici 1 à 2 mois, la nouvelle version sera mise à jour et distribuée un peu partout. Voilà. Ça, c'est au niveau du pays. Maintenant, au niveau de l'organisation dans laquelle j'exerce également, oui, là, nous avons aussi une liste de médicaments essentiels. L'organisation, étant dans le monde entier, a une liste qui est globale. Cependant, en fonction des réalités épidémiologiques de chaque pays, nous pouvons donc adapter ou bien développer des listes, ce que nous avons fait en 2020 et que nous avons également mis en jour récemment au début de 2022. Donc, au sein de l'organisation, nous essayons quand même d'être à jour tous les 2 ans. Alors, pour les 3 dernières questions, j'ai essayé de chercher, mais voilà, j'étais un peu pris par le temps. Je n'ai pas pu en avoir. Je vais continuer. Et voilà, si j'en trouve, je vais toujours partager. Je sais qu'il y a aussi d'autres compatriotes qui sont là. S'ils ont des compléments par rapport aux 3 dernières questions, ils vont les apporter. Merci bien, à vous. Merci beaucoup, docteur Masra. Donc, le Tchad, si les collègues du Tchad sont toujours là, est-ce que vous pouvez compléter particulièrement pour ce qui concerne les autres questions qui suivent? Est-ce que vous avez de réponses? OK. Donc, je vois qu'il n'y a pas de réponse. Ça signifie qu'il faut continuer. Est-ce qu'il y a un autre collègue d'un autre pays qui a les réponses à ces questions? OK. Je vois qu'il n'y a pas de réponse.
Cela signifie qu'il est très important que nous ayons la maîtrise de ces informations. Vous savez très bien que les dépenses actuellement sont très, très importantes dans le pays, mais si on n'a pas la maîtrise des besoins, c'est très compliqué. Je vois que notre ami Shaher Ahmed a levé la main. Vous avez la parole. OK, merci, monsieur le directeur. Moi, c'est Shaher Ahmed depuis les Comores. En ce qui concerne... Oui, allez-y, allez-y, on vous écoute. Pour 2 ans. Et actuellement, ça a été renouvelé, c'était en 2020. Donc, nous attendons en 2022 là pour... OK. Est-ce que... D'accord, maintenant pour les autres questions. Et effectivement, moi, je n'ai pas eu cette donnée. Il y a aussi les dépenses par habitant, moi, je n'ai pas eu cette donnée. On n'a jamais aussi mesuré le bénéfice thérapeutique dans mon pays. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Y a-t-il un apprenant ou quelqu'un qui suit ce webinaire, qui a les informations concernant soit son pays ou ailleurs, là où il se trouve? OK. Voilà, Joël, vous avez la parole. Nous prendrons Joël comme le dernier pour que nous puissions tenir notre délai. Oui, merci beaucoup, directeur, de m'avoir accordé la parole. Je suis à Kinshasa, en RD Congo. Je ne sais pas si on m'écoute. Oui, je suis à Kinshasa, précisément dans le district de Lukunga. La dernière liste mise à jour ici chez nous date de 2020. Et aussi, c'est la liste que nous utilisons dans les centres que je consulte. Mais malheureusement, nous n'avons pas des calculs sur les dépenses pharmaceutiques totales de notre pays et les autres. Nous avons seulement notre liste essentielle que nous utilisons en collaboration avec nos amis qui ont fini en faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Nous demandons à tout le monde de fermer le micro pour que nous ne puissions pas avoir d'interférences. Merci, merci Joël. Nous avions dit que c'est le dernier, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui a des informations qu'on peut partager. Mais ce que nous voulions dire déjà, c'est le fait que ce sont des éléments très, très importants qui doivent être à notre connaissance et que nous devons rechercher pour pouvoir faire le plaidoyer. Vous savez très bien que l'OMS demande que, en termes de dépenses en médicaments, tous médicaments confondus par habitant par an, c'est autour de 10 à 23 dollars américains par an. 10 à 23 dollars américains. Donc maintenant, si nous avons ces chiffres et nous savons à quel niveau le gouvernement intervient, ça peut nous aider justement à pouvoir faire le plaidoyer pour pouvoir justifier pourquoi on a toujours besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir lutter, réduire les risques liés aux ruptures de stock. Donc, ces questions restent ouvertes pour que nous puissions faire la recherche et obtenir justement des réponses qui peuvent nous amener progressivement à pouvoir déterminer quels sont les besoins que nous avons dans nos pays afin de pouvoir répondre justement à ce que la population ne puisse jamais manquer de médicaments. Merci donc. Les questions restent là et restent ouvertes. S'il vous plaît, recherchez ces informations pour que nous puissions avoir dans le prochain webinaire, nous allons y revenir. S'il vous plaît, cherchez-les. Ces informations sont disponibles. Il faut seulement savoir où aller les prendre. Merci donc. Amen, on peut passer. Voilà.
Maintenant, le module 2 que nous prenons, c'est justement les produits de santé. Comme vous avez vu, vous allez voir que nous avons plusieurs chapitres. Passons à mettre. Aman, on peut passer. Voilà, nous avons 8 chapitres qui sont dans ces modules avec 2 quiz, une quiz et une évaluation et beaucoup de matériel que vous devez rechercher en fait. Il est très important de savoir qu'en dehors de diapositives que vous suivez dans le cours, il y a une recherche personnelle que vous devez absolument faire pour pouvoir capter l'ensemble des documents, des publications, des ouvrages qui sont disponibles. Je concède que la plupart sont en anglais, mais nous devons faire cet effort justement pour essayer de comprendre parce que la plupart d'ouvrages sont effectivement en anglais. Et lorsque vous voulez accéder à la science, nous avons tous intérêt, même si nous ne parlons pas aisément ou facilement, mais au moins c'est des concours. Donc, les chapitres sont les suivants. Vous avez la notion de base sur le marché pharmaceutique, le concept de médicaments essentiels au chapitre 2. Au chapitre 3, ce sont des critères de sélection. Au chapitre 4, ce sont les dénominations communes internationales ou les noms génériques. Chapitre 5, ce sont les listes de médicaments essentiels. Chapitre 6, les guides thérapeutiques et les formulaires de médicaments. 7, système de classification thérapeutique. Et 8, comment sélectionner le produit. Donc, si vous voyez bien, ici, le concept clé qui ressort, c'est le concept de médicaments essentiels qui doit être traduit à travers la liste nationale de médicaments essentiels. Nous avons essayé de condenser les informations essentielles pour nous permettre de nous focaliser sur qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'ensemble de ce module en tant qu'informations clés qui ne doivent pas nous échapper. Amen, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Voilà. Alors, nous signalons que l'industrie, les médicaments sont venus des époques très, très, très lointaines. Et si vous voyez dans ces diapositives les étapes du développement de l'industrie pharmaceutique, et lorsqu'on parle des étapes de l'industrie pharmaceutique, il ne s'agit pas du médicament, parce que le médicament a commencé à exister des temps immémoriaux. Comme vous le voyez, l'industrie pharmaceutique, on a noté son existence déjà 1500 ans avant Jésus-Christ à travers les papyrus d'Hébert. Et nous avons tous étudié en histoire, les papyrus font référence à un pays africain, hein, c'est l'Égypte. C'est en Égypte qu'on a pu trouver justement l'écriture faisant allusion à l'existence de remèdes, d'environ 800 remèdes. Ensuite, le temps est passé par les temps anciens, vers les années, disons, autour de 1600, bien sûr, avant Jésus-Christ. Ensuite, l'ère empirique, qui est passée de 1600 jusqu'à 1940. L'ère industrielle a réellement commencé vers 1850 à 1970, jusqu'à aujourd'hui, où nous avons la période avec des biotechnologies, hein, la thérapie génique. Mais si vous regardez dans l'historique, vous allez voir que nous sommes passés à plusieurs étapes de ce développement, particulièrement pendant l'époque contemporaine, avec ce qu'on appelle l'étape traditionnelle vers les années 1600, l'ère scientifique 1930, hein, avec notamment 30, 35, voire 40 avec le développement de la pénicilline, qui a beaucoup servi pendant la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir sauver les vies. Vous savez, quand il y a la guerre, il y a beaucoup de blessés. Quand il y a beaucoup de blessés, il y a des infections. Donc, la pénicilline a intervenu justement pour pouvoir sauver les vies parce que ça a permis d'éviter des infections qui survenaient chez des militaires qui étaient justement blessés. Et l'ère a continué jusqu'à l'ère des soins comme nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des produits qui sont centrés sur les patients et même sur les organes. Et donc, avec la thérapie génique, exactement. Donc, l'industrie pharmaceutique a commencé il y a très, très longtemps, jusqu'à notre époque,
Et vous allez voir que ça n'a pas été très facile. S'il vous plaît, Aman, le suivant. Nous sommes tous vivants aujourd'hui, 2022, mais dans l'histoire de médicaments, même si le médicament, en pharmacie, lorsqu'on m'a formé, on m'avait donné la définition du médicament, pas la définition de l'OMS, mais il y a un de nos anciens professeurs, qui me disait, le médicament, c'est un poison, c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, c'est un remède, l'autre face, la première face, c'est un remède, la deuxième face, c'est du poison. Ainsi donc, c'est vers les années 1920 qu'on a constaté des accidents liés à l'utilisation de médicaments. Donc, c'est ainsi qu'en 1937, aux États-Unis, plus de 100 personnes sont décédées après avoir consommé le sirop d'élixir de sulfanilamide aux USA. La sulfanilamide, ce sont des sulfamidés qui sont justement, entrent dans la famille des antibiotiques et qui ont été utilisés avec, dans la préparation, un solvant qu'on appelle le éthylène-glycol, qui est un produit toxique connu aujourd'hui. Mais avant, on ne le connaissait pas. Mais quand bien c'est connu aujourd'hui, eh bien, au Nigeria, il y a une dizaine d'années, il y a eu encore des décès liés au fait qu'on a utilisé ce solvant pour pouvoir fabriquer des sirops antitussifs qui ont provoqué des décès chez les enfants. Donc, plus de 100 personnes sont décédées. En 1962, il y a eu ce qu'on a appelé la tragédie de thalidomide, qui a provoqué chez les nouveau-nés de femmes ayant consommé la thalidomide de la phocomélie. Phocomélie, c'est justement des malformations congénitales chez beaucoup d'enfants. Les femmes qui utilisaient thalidomide étaient pour les usages liés à lutter contre l'anxiété, l'insomnie ainsi que la gastrite. Mais après avoir consommé le produit et étant enceintes, eh bien, les enfants ont développé des malformations congénitales graves. Nous signalons également qu'il y a eu en 1968 des accidents en Australie à Devonport avec 5 morts après avoir utilisé une solution de dextrose qui était mal stérilisée. Donc, vous voyez que là, nous avons non seulement des problèmes liés à la qualité, mais nous avons également des problèmes liés à la sécurité. Les premiers et le deuxième problème et le troisième problème sont des problèmes liés à la sécurité du produit parce qu'on a, au cours de la préparation, soit mis des ingrédients qui n'étaient pas bons, soit on a mal maîtrisé le processus de fabrication qui a entraîné justement la contamination de produits et entraînant la mort. Je voudrais signaler aussi, et même si ce cas n'est pas écrit ici, qu'il y a eu très récemment un procès, notamment en France, sur l'utilisation d'une hormone. Et cette hormone utilisée chez les femmes il y a plus de 30 ans, on a constaté que chez ces femmes, ces femmes qui mettaient au monde des enfants filles, ces enfants filles, après avoir atteint l'âge de 20 ans, développaient pour la plupart le cancer de l'utérus. Donc, vous voyez que les médicaments, ils peuvent soigner, mais ils peuvent engendrer également des dégâts. Ce sont les mamans qui ont consommé les produits, mais ce sont les enfants des filles de ces mamans qui ont développé les cancers de l'utérus 20 ans après avoir été nés. C'est pour dire que les effets indésirables peuvent survenir plusieurs années plus tard. Et je souligne que le laboratoire qui avait fabriqué ce médicament a dû payer justement des dommages très importants après qu'on ait fait l'imputation, la relation, en tout cas des causes à effet, entre l'hormone consommée par la maman et le cancer de l'utérus chez la fille 20 ans plus tard. Nous pouvons aller, s'il vous plaît, Aman. Alors, à cause de tous ces accidents, à cause de tout ce problème de sécurité lié aux médicaments, qui a fait développer une science qu'on appelait nouvelle, mais qui n'est plus nouvelle aujourd'hui, c'est bien sûr la pharmacovigilance. C'est la recherche des effets indésirables
liées aux médicaments et leur prévention pour éviter que le médicament ne puisse engendrer des dégâts. Donc, le scandale de thalidomide et les autres accidents ont amené, en tout cas les pays, à mettre en place de réglementations sur la sécurité et l'innocuité comme condition essentielle pour l'homologation des médicaments. Donc, c'est ainsi que certains pays ont mis en place des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, telles qu'en Australie avec le Therapeutic Goods Administration. Au Canada, c'est Health Canada, bien entendu. L'Union européenne, c'est l'Agence européenne du médicament. En Inde, c'est le Central Drugs Standard Control. Au Brésil, l'Agência nationale de Vigilancia Sanitaria. Aux USA, c'est le FDA, que beaucoup connaissent. Au Nigeria, c'est le NAFDAC, que beaucoup connaissent également. Donc, dans la plupart de nos pays, nous avons ces autorités de réglementation pharmaceutique qui sont des entités très importantes à même de pouvoir réduire le risque de voir les médicaments, au lieu de soigner, entraîner des dégâts, notamment des effets indésirables graves. Je signale qu'un médicament, lorsqu'il est conçu et lorsqu'il est mis sur le marché, les études cliniques ou les études qui sont réalisées ne le sont que sur un nombre très limité de patients, ou si vous voulez, d'échantillons. On travaille rarement sur 10 000 personnes, très rarement sur 10 000 personnes. Or, lorsque ces études sont réalisées sur 10 000, on a un nombre très important de 20 000, mais vous savez que lorsque l'autorisation de mise sur le marché est accordée, c'est pour que ce médicament soit consommé par, mettons, environ 1 milliard de personnes. Autant dire que c'est quand ce médicament est mis effectivement sur le marché et quand il est consommé par la plupart des patients qu'on détecte enfin ensuite les effets secondaires qui n'ont pas pu être identifiés au cours des études cliniques sur un nombre limité de patients. Donc, dans nos pays, nous devons tous nous battre pour avoir des autorités de réglementation pharmaceutique solides, fortes, car l'industrie pharmaceutique reste un lobby très important, génère beaucoup d'argent et beaucoup de ressources. Et si vous avez une autorité de réglementation pharmaceutique faible, eh bien, vous aurez des difficultés parce qu'il y a des tentations de corruption, de collusion qui peuvent faire en sorte qu'in fine, les médicaments qui sortent sur le marché soient des médicaments qui ne répondent pas aux normes requises et donc vont causer des problèmes chez les patients. Nous pouvons aller, Aman. Alors, que représente en fait le marché pharmaceutique? Nous n'avons pas pu avoir des informations récentes, mais juste à titre indicatif, le marché international, selon les documents, les éléments documentés de 2011 à 2012, montre que, en tout cas, l'Afrique, qui est constituée d'environ 54 pays, ne représente que très peu, c'est autour de 3% à peu près, du marché mondial. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est un pays qui était autour de 300 milliards de dollars de marché pharmaceutique, suivi du Japon, de la Chine, de l'Inde, et en Afrique, lorsqu'on prend l'ensemble de tout le pays, en 2011-2012, nous étions environ 19 milliards, et dans les 19 milliards, voilà les pays qui, en fait, prennent le lot. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria. Et les 49 autres là se répartissent les miettes qui restent. Voyez-vous, c'est inversement, je dirais même assez proportionnel, même à la population. Donc cela indique déjà le niveau de pauvreté que nous avons dans le pays parce que les États-Unis d'Amérique, qui est un pays avec, je pense, une population autour de 300 millions d'habitants, eh bien, nous dépasse, nous qui sommes à plus d'un milliard aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème et ce problème, nous devons absolument le résoudre. Je voudrais souligner aussi que lorsque, dans le processus
qu'a traversé l'industrie pharmaceutique, si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que tout est parti, en fait, d'abord de l'industrie chimique qui travaillait sur les colorants. Donc, certains colorants ont été, en fait, essayés plus tard pour être transformés en médicaments. Et avec tous les effets que vous pouvez imaginer concernant la toxicité. Donc, voyez-vous, nous sommes en train de rechercher des informations pour savoir, en 2022, que représente le marché mondial de produits pharmaceutiques et voir la place de l'Afrique et dans l'Afrique, quelle est la place de nos pays. Merci. Aman, on peut passer? Alors, le concept de médicament essentiel, avant de l'aborder, vous voyez très bien que nous partons des éléments qui indiquent que nous n'avons pas déjà suffisamment de financement pour payer les médicaments. Et donc, si nous voulons répondre aux besoins de nos populations, nous sommes obligés d'intégrer dans nos politiques, dans nos stratégies, le concept de médicaments essentiels. Et selon l'OMS, les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux besoins de la majorité de la population et doivent être toujours disponibles. Doivent être toujours disponibles. Pour arriver justement à ces médicaments essentiels, il y a un processus qu'on doit mettre en place, c'est le processus de sélection. Pour utiliser un nombre limité de médicaments, afin qu'ils puissent permettre aussi d'améliorer l'approvisionnement, de promouvoir l'utilisation rationnelle et de réduire les coûts. Nous allons voir plus tard en quoi une sélection d'un nombre limité de médicaments peut aider à améliorer la chaîne d'approvisionnement. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'aucun système public, même des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie ou des autres pays, aucun système public d'approvisionnement ou d'assurance maladie n'est capable de fournir ou de rembourser tous les médicaments disponibles sur le marché. Aucun. Cela veut dire que les besoins sont toujours supérieurs au budget et aux fonds disponibles. Toujours supérieurs. Ainsi, il faut s'adapter pour s'assurer que de manière efficace et de manière efficiente, le peu de fonds disponibles peuvent permettre d'avoir un impact plus important, c'est-à-dire atteindre le plus de population possible. Et donc, le fait d'avoir une liste claire aide également les fabricants locaux à savoir quels médicaments fabriquer. Vous voyez que la liste de médicaments essentiels a un impact sur la production de nos médicaments. Et nous savons aussi qu'en Afrique, nous n'avons pas encore un grand nombre d'industries qui sont implantées. Quelques pays tirent en fait cette situation du lot. Il s'agit par exemple de l'Afrique du Sud, il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, qui disposent des industries pharmaceutiques qui sont aux normes. Et dans la plupart de nos pays, soit ce sont des producteurs qui existent, mais qui n'ont pas le standard requis. Donc, si nous voulons les aider à voir aussi l'industrie pharmaceutique nationale, africaine, je vais dire, prendre de l'ampleur, nous avons besoin que les fabricants sachent quels sont les besoins. Nous devons savoir également que pour faire cette sélection, nous devons absolument avoir un comité d'experts national qui doit être mis en place et qui est responsable du processus. Nous devons également savoir que dans ce concept, les listes de médicaments essentiels doivent être étroitement liées aux directives standards de traitement, des ordinogrammes, ainsi que des protocoles de prise en charge. Nous verrons ensemble quel est le lien qu'il faudra faire entre justement les protocoles de prise en charge ainsi que les listes nationales de médicaments essentiels. On peut passer? Aman? Alors, le concept de médicaments essentiels présente en fait les avantages qui sont suivants. Ils sont les suivants. En termes d'approvisionnement, si nous partons du principe que nous devons acheter, acquérir un nombre limité de médicaments, mais qui a un impact très important, c'est-à-dire qui est utilisé par la majorité de la population. Un nombre limité permet de simplifier les achats. Je pense que dans ce groupe, il y a certainement des collègues qui travaillent dans les unités des achats. Et ils savent combien c'est difficile
lorsque vous avez une très longue liste de médicaments achetés. Pour chaque produit, il faut déterminer les spécifications techniques de chaque produit. Pour chaque produit, il faut s'assurer qu'il y a des fournisseurs qui les fabriquent. Pour chaque produit également, vous savez que vous ne trouverez pas un fournisseur qui fabrique tout. Donc, plus vous avez une liste très longue, moins vous avez la chance d'avoir des produits. Raison pour laquelle la sélection d'une liste limitée, mais dont l'impact est très important, est essentielle. De même, lorsque nous avons une liste limitée, nous pourrions maîtriser même le stockage. La planification en termes de stockage de produits doit être faite avant les achats et lorsqu'on fait cette planification. Pourquoi? Parce qu'il est très important de savoir quelles sont vos capacités de stockage afin de pouvoir absorber ce que vous allez acheter. Les erreurs que nous commettons habituellement chez nous, c'est de ne pas tenir compte justement de nos capacités de stockage à tous les niveaux, donc au niveau primaire, au niveau central, au niveau intermédiaire, même au niveau périphérique. Nous ne collectons pas ces données pour savoir, en achetant tel volume, est-ce que ces volumes vont se retrouver absorbés par nos capacités disponibles. Souvent, eh bien, on ne fait pas ce calcul. On se retrouve généralement noyé par des médicaments qui arrivent parce qu'on ne sait pas où les entreposer. La situation s'est d'ailleurs aggravée ces dernières années, notamment avec justement la prévention de la lutte contre le paludisme à travers les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée qui occupent des espaces assez importants. Et nous avons déjà trouvé deux fois dans certains entrepôts, c'est une situation que j'ai vécue dans mon pays, la RDC, par exemple, étant donné que ces gros ballots d'insecticides sont payés en termes d'entreposage, eh bien, on a trouvé dans certains dépôts que ce sont des ballots de moustiquaires qui sont entreposés et les médicaments sont mis dans des conditions mauvaises parce qu'ils n'apportent pas autant d'argent que lorsqu'on stocke les moustiquaires. Il est essentiel également d'avoir l'idée de savoir et de connaître tout le processus et les capacités de distribution qui existent dans le pays. La distribution de médicaments et de produits de santé est liée, bien sûr, particulièrement aux infrastructures et les moyens de communication. Et vous le savez aussi, c'est très important, si nous n'avons pas de route, il est très important de savoir comment s'y prendre, quel mode de transport il faut utiliser pour pouvoir faire arriver les médicaments jusqu'au dernier kilomètre, comme nous le disons aujourd'hui, ou si vous voulez, au bénéficiaire final. Nous savons également qu'en termes d'approvisionnement, si le nombre est limité, ça facilite la gestion. Comme nous l'avons dit, même au cours de la réception. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on a acheté 50 items, c'est différent lorsqu'on en a acheté 1000. C'est très différent parce que la gestion de chacun de ces molécules est très importante. Si on n'a pas de ressources humaines suffisantes, eh bien, on se retrouve débordé. Nous avons également une meilleure assurance qualité. On peut contrôler l'ensemble de produits en les traçant par source et en sachant de quel fournisseur il provient, quelle est sa crédibilité, est-ce que c'est un fournisseur qui n'a jamais eu de problème en termes de qualité de médicaments qu'il a fourni. Nous avons également une dispensation simplifiée au niveau des hôpitaux, des centres de santé. Si la liste de médicaments utilisés est limitée, il est très facile de pouvoir former les personnes, le personnel à l'utilisation de cette liste limitée, d'autant plus qu'elle va répondre à la majorité de besoins de population répondant à un profil de morbidité bien déterminé. En termes de prescription, c'est la même chose. Si le nombre de médicaments est limité, bien sûr avec un impact élevé, on peut avoir des formations ciblées et donc plus bénéfiques. Les prestataires ont plus d'expérience avec moins de médicaments et les alternatives irrationnelles ne sont pas disponibles, ce qui permet justement d'avoir plus de meilleurs résultats. Les informations sont mieux ciblées et nous avons les meilleures connaissances des effets indésirables. Nous parlions tout à l'heure de la pharmacovigilance qui est essentielle car si on ne la contrôle pas, le médicament va tuer au lieu de soigner. En termes de coût également, plus le nombre
le nombre d'items est maîtrisable et limité, eh bien, les quantités peuvent être très importantes. On fait donc les économies d'échelle, et même par rapport aux fournisseurs avec qui on peut négocier des prix. Et cela entraîne justement des effets de concurrence avec un impact sur les coûts des médicaments qu'on peut acheter. Nous avons également l'utilisation de patients. Là, ce sont des efforts d'éducation ciblés, bien sûr, qui peuvent être faits. La meilleure compréhension et l'amélioration de l'observance et l'amélioration de la disponibilité. Lorsque nous parlons de l'observance, vous savez très bien, même chez nous à la maison, lorsque vous devez prendre des médicaments pour une pathologie donnée, eh bien, si c'est un comprimé, ça passe. Mais quand on vous donne 3, 4 comprimés à prendre, ça devient très difficile. Très, très difficile à absorber. Et souvent, un des éléments d'observance est lié justement au fait que quand vous avez un patient qui prend trop de produits, la chance de le voir interrompre ce traitement pendant toute la durée qui était requise, eh bien, les chances sont très élevées. On peut passer. Aman, le prochain. OK. Alors, quels sont les critères de sélection de médicaments? Alors, le comité d'experts de l'OMS a présenté en fait les critères suivants. Le critère 1, c'est satisfaire aux besoins de la majorité de la population. Alors, c'est dit comme cela, mais quel est le contenu? Comment est-ce qu'on peut savoir que les médicaments ici que nous allons acheter vont répondre aux besoins de la population, à la majorité? Il y a toute une démarche qu'il faut prendre et qui est liée justement à l'information sanitaire. Dans nos pays, je vois, dans un certain nombre de pays, j'ai vu que les prestataires de soins concernant les données sanitaires, eh bien, il faut qu'on leur demande, il faut qu'on les supplie, il faut qu'on les suive. Pourtant, les données sanitaires sont capitales pour toute planification. Ainsi, si nous voulons avoir des médicaments de qualité qui répondent aux besoins de la majorité de la population, nous avons besoin d'avoir des données du profil de morbidité de nos pays. Si nous savons quelles sont les pathologies les plus récurrentes, les plus sévères, les plus fréquentes, quelles sont les pathologies qui touchent une grande proportion de la population, si nous avons des réponses à ces questions, nous pourrions alors identifier les médicaments qui peuvent répondre à ce besoin. Donc, la satisfaction des besoins de la majorité de la population est liée à la disponibilité des données sanitaires. Je peux nous poser la question, est-ce que dans nos rapports, nous pourrions faire cet exercice? Essayons de prendre nos rapports annuels du ministère de la Santé en 2021. Je saute 2020, étant donné que nous avons eu cette maladie de Covid-19, mais nous pouvons essayer de faire cet exercice 2018, 2019 et 2021. Essayons de prendre nos rapports que le ministère de la Santé publie à la fin de chaque année. Et essayons de voir s'il y a une comparaison entre les données de morbidité consolidées au niveau du pays chaque année si ces données sont disponibles. Si elles ne sont pas disponibles, il est difficile de pouvoir identifier la liste de médicaments qui peuvent répondre aux besoins de cette population. Donc, la démarche consiste à avoir une planification, et c'est le travail que nous avons fait, notamment dans mon pays où je suis, la RDC, c'est que nous sommes partis 5 années en arrière. Nous sommes allés à la direction de lutte contre les maladies, mais également à la direction, qui est actuellement la direction générale d'organisation de services de santé, où se trouve logée la direction du SNIS, donc le système d'information sanitaire. Eh bien, nous avons pris toutes les données et nous les avons consolidées pour avoir le profil, ce que nous appelons le profil de morbidité, c'est-à-dire classer les pathologies et les problèmes de santé par ordre décroissant. Quels sont les problèmes de santé qui attaquent
qui affectent la majorité de la population. Après avoir fait cette liste, nous nous sommes rabattus sur la liste des médicaments essentiels ainsi que les directives standards de traitement pour élaborer justement la liste de médicaments essentiels nécessaires qui peuvent répondre aux besoins de la majorité de la population. Le deuxième critère, c'est les critères de stabilité dans les conditions locales. Mais nous ajoutons également l'efficacité ainsi que l'innocuité. La stabilité dans les conditions locales, vous savez que nous vivons dans nos pays avec une climatologie différente. L'OMS a réparti le monde en zones, les différentes zones, en rapport avec les températures ainsi que les degrés d'humidité. La stabilité est liée justement aux températures, aux conditions de stockage. Et les conditions de stockage sont suivies à travers les températures ainsi que l'humidité. Dans mon pays, nous avons environ 4 climats. Nous avons le climat équatorial qui couvre toutes les zones forestières, qui est situé au nord et au nord-ouest du pays. Nous avons le climat tropical au centre. Nous avons le climat qui a tendance à être un climat plutôt désertique au sud-est. Et nous avons des provinces qui sont dans un climat tempéré pendant certaines périodes de l'année. Et par rapport à ces climats, nous avons des zones avec une forte hygrométrie, avec beaucoup de pluie, notamment la zone forestière, où le taux d'humidité est très élevé, qui atteint autour de 80%. Et donc la stabilité dans ces conditions doit être suivie pour être sûr que les médicaments que nous achetons sont des médicaments qui vont rester stables pendant toute la durée de vie, afin de pouvoir éviter des problèmes liés à la qualité. Mais nous avons également l'efficacité qui doit être suivie et l'innocuité à travers justement la pharmacovigilance. La question que je peux poser, est-ce que nous avons dans nos pays deux rapports qui devraient plutôt venir de formation sanitaire qui nous donnent la situation de l'efficacité des médicaments. Vous savez très bien qu'il y a un grand programme de l'OMS sur la résistance aux antimicrobiens. Eh bien, ce programme nous montre que nous sommes en train de perdre l'arsenal thérapeutique d'antibiotiques que nous avons dans le pays, dans nos pays ou dans le monde, car la résistance est en train de prendre de la place. Les services de pharmacovigilance, les programmes de pharmacovigilance doivent également être très opérationnels pour nous donner justement les informations, les données sur la sécurité ou l'innocuité de médicaments, car certains effets indésirables peuvent être sévères et graves, mais si on n'identifie pas la proportion de la population qui souffre, qui ont ces problèmes, eh bien, ce sont des médicaments qui vont tuer au lieu de pouvoir sauver les vies. Le troisième critère, c'est le coût, bien entendu. Surtout en Afrique, nous sommes tellement pauvres que nous avons en fait besoin d'avoir des médicaments qui coûtent moins cher, mais avec une qualité assurée. Nous avons aujourd'hui, surtout pour des pathologies telles que le paludisme, le VIH et la tuberculose, des combinaisons à dose fixe. Donc, vous avez dans un comprimé, dans une forme pharmaceutique, 2 à 3 molécules qui sont mises ensemble. Et vous le savez aussi, plus on met des médicaments qui sont en association, en les formulant de manière galénique, eh bien, le risque de voir qu'un des composants puisse se détruire avant l'autre est très élevé. Et raison pour laquelle est très élevé, je veux dire, raison pour laquelle nous devons travailler sur les conditions de stockage qui doivent être optimales afin d'éviter que les médicaments ne soient justement altérés à cause des conditions de stockage délétères. 5, c'est la capacité d'utilisation. Les médicaments qui doivent être sur les listes, qui doivent être sélectionnés, doivent être les médicaments le plus aisément utilisables par les prestataires. Il y a des produits, il faut donner dans des conditions particulières. Ces médicaments-là ne peuvent pas être, bien sûr, à la disposition de tout le monde, puisque nous avons dit que c'est des médicaments qui doivent atteindre la majorité de la population. À titre d'exemple, même si nous avons aujourd'hui des problèmes de cancer qui est en train dont la prévalence est en train d'augmenter, eh bien, on peut quand même dire qu'on ne va pas retrouver
des produits tels que les anticancéreux dans nos centres de santé. Donc, on devra les voir plutôt au niveau de plateaux techniques élevés dans les hôpitaux généraux de référence ou des hôpitaux tertiaires. Sixième critère, c'est qu'il faut éviter des produits qui donnent la confusion. C'est à travers les dénominations. On peut retrouver des médicaments qui ont la même connotation de nom. Et très facilement, on peut prendre l'un pour l'autre. Nous avons déjà vu en RDC, à l'époque où la chloroquine était encore utilisée contre la malaria, eh bien, elle était confondue avec la chlorphéniramine. Principalement parce que les personnes, justement, qui servaient ce médicament ne les connaissaient pas. Donc, éviter la confusion avec des noms qui peuvent être proches au point de faire passer un médicament pour un autre. Et 7, tenir compte des circonstances locales. Eh bien, il y a des traditions, il y a des pratiques qui font que dans certains milieux, à titre d'exemple, dans certains pays, les suppositoires ne sont pas utilisés. Donc, vous n'allez pas les mettre quand vous savez que la population va refuser. Il y a des éléments qu'il faut éviter absolument lorsqu'on est en train de travailler pour sélectionner des médicaments. Et ça, nous l'avons vu à plusieurs reprises. La sélection, en fait, ne doit pas être basée sur l'expérience personnelle. On se retrouve dans des ateliers avec des professeurs d'université, avec des grands praticiens, des médecins, des spécialistes. Et vous allez entendre, lorsque vous êtes en train de faire un atelier de l'élaboration de la liste médicaments essentiels, une personnalité renommée, il va vous sortir du genre non, moi ce médicament doit être sur la liste parce que c'est un médicament que j'ai toujours utilisé et qui est essentiel parce que c'est mon expérience. Donc, lorsque nous faisons la sélection, l'expérience personnelle ne compte pas. On doit avoir des données fiables publiées sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir fonder la décision. La sélection ne doit pas être basée non plus sur les chiffres de vente. Eh bien, ce n'est pas le médicament le plus vendu qui doit être sur la liste. Il faut aussi tenir compte de la popularité. Aujourd'hui, avec la promotion des médicaments, pour lesquels on voit des opérateurs, justement des fournisseurs, qui utilisent ce que nous appelons les délégués médicaux, eh bien, ces personnes vendent en fait les produits au point qu'à un moment donné, si vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir que c'est principalement un produit X qui est le plus utilisé. Et ça, ce ne sont pas des médicaments les plus populaires qui doivent être sur la liste. Tout doit être fondé sur des éléments que nous venons de citer. La suivante, s'il vous plaît. Aman, on peut changer de diapositive? Merci beaucoup. Donc, vous voyez que nous faisons la synthèse de chaque chapitre. Et pour cela, au chapitre 4, nous parlons essentiellement des dénominations communes internationales. Vous allez voir que les médicaments portent généralement 3 types de noms, ou 3 catégories de noms. Nous avons les noms chimiques, nous avons la dénomination commune internationale, et nous avons le nom commercial. À titre d'exemple, nous avons cette molécule, comme vous voyez le nom chimique, 2S, 5R, 6R, 6, 2R, 2 amino 2, phényl, acétylamino, 3,3-diméthyl, 7 oxo 4 1, azabicyclo, heptane 2 carboxylique acide. C'est trop compliqué. Et quand je vois ça, j'ai en mémoire un peu des formules de ces médicaments très gros comme ça, assez difficiles. Exactement comme pour ce qui se rappelle la vitamine B12, la cyanocobalamine. La formule est tellement gros et vaste. Et donc, un nom comme celui-là, le nom chimique, comme vous le voyez, il est imprononçable. Donc, on a trouvé qu'il fallait raccourcir et utiliser un nom que tous les praticiens, tous les intervenants peuvent utiliser aisément. Et l'OMS avait trouvé le nom, la dénomination commune
ampicilline. C'est un peu plus sexy que ce que vous avez vu au-dessus, qui est difficile à prononcer. Nous avons également le nom commercial, qui est un nom donné par le fabricant. Hein, c'est celui qui dit, c'est mon ampicilline, mais pour le différencier des autres, eh bien, mon nom c'est Ampinax, par exemple. Eh bien, l'OMS produit les listes officielles avec les dénominations communes internationales parce que ces dénominations permettent que nous puissions parler le même langage. Et aujourd'hui, c'est en latin, en anglais, en français, en espagnol et en russe que vous pouvez trouver justement ces dénominations communes internationales. S'il vous plaît, Aman, on peut passer au suivant pour que nous puissions présenter le site dans lequel ces dénominations peuvent être trouvées. Voilà. Les dénominations communes internationales, comme nous avons dit, ce sont les génériques qui sont souvent moins coûteux parce qu'ils proviennent de médicaments, de spécialités qu'on appelle des innovateurs. Et ces innovateurs ont déjà passé normalement les 20 ans où ils sont couverts par des brevets. Et après 20 ans, la molécule entre dans le domaine public. C'est-à-dire que les fabricants de génériques peuvent prendre cette molécule pour pouvoir fabriquer des génériques qui soient moins coûteux que le produit vendu sur des noms commerciaux. Et aussi, lorsque nous avons le générique, le médicament au non générique, nous pouvons introduire la concurrence. Parce que les fabricants qui fabriquent génériques les mettent sous les dénominations communes internationales. Ça veut dire que vous pouvez comparer les prix de 2 ou 3 ou 4, voire 5 fabricants qui fabriquent les génériques. Alors que les spécialités ou les innovateurs, vous ne pouvez pas les mettre en concurrence. Parce que chacun a son nom et c'est difficile de pouvoir faire le choix, étant donné qu'ils sont présentés en noms commerciaux. Suivant. Alors, nous signalons, comme nous l'avons dit, vous vous rappelez les critères que nous avons énumérés pour pouvoir faire la sélection de médicaments, mais nous entendons très régulièrement qu'il y a surtout ceux qui fabriquent des innovateurs ou des spécialités qui disent que les génériques ne sont pas de bonne qualité, que les génériques sont moins efficaces. Je pense que nous qui sommes dans ce domaine pharmaceutique, nous savons également que la qualité de médicaments est liée à plusieurs autres facteurs, notamment les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de stockage et tout ce qui s'ensuit. Mais lorsqu'on fabrique un générique dans les mêmes conditions qu'une spécialité, eh bien la qualité, elle peut être la même. Et pour pouvoir établir l'équivalence du générique et des spécialités, eh bien on a introduit cette notion de bioéquivalence. En fait, c'est l'absence d'une différence. L'absence d'une différence significative de la biodisponibilité d'un principe actif à partir d'une forme pharmaceutique équivalente, administrée à la même dose dans des conditions similaires au cours d'une étude. Exemple, nous avons l'ampicilline dont nous venons de parler tout à l'heure. Lorsqu'il est donné par voie orale, mettons sous forme de capsules ou de gélules, eh bien, lorsque cette ampicilline est présentée en spécialité, en innovateur, et lorsqu'il est présenté en générique, la biodisponibilité doit être la même. C'est pour cela qu'on parle de l'absence de différence significative entre le principe actif pour les deux, pour la même forme pharmaceutique, mais avec deux produits dont l'un est en spécialité et l'autre est en générique. Et pour vous informer, en fait, parce que nous pensons que les pays qui sont nantis utilisent
consomment des médicaments innovateurs sans problème. Non. Nous vous informons en fait qu'au Royaume-Uni, par exemple, les pharmaciens doivent, vous voyez, c'est une obligation, substituer les spécialités avec des produits génériques, sinon le gouvernement ne paye pas. Vous savez, en Angleterre ou en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, bon, ils ont déjà une sorte de couverture santé dans laquelle les médicaments sont payés par l'État, par les tiers. Et donc, l'État, vous voyez, la première diapositive, parmi les premières diapositives que nous avons passées, nous avons insisté sur le fait qu'aucun système public d'approvisionnement ne peut répondre à tous les besoins de tous les médicaments. Aucun. Donc, au Royaume-Uni, les pharmaciens, un pharmacien qui reçoit une ordonnance avec une spécialité, si la personne concernée bénéficie d'un remboursement, eh bien, le pharmacien se doit de pouvoir remplacer la spécialité par le générique. Ça, c'est au Royaume-Uni. Aux États-Unis, les sociétés d'assurance ne remboursent que les prix du produit générique. Et donc, si le patient estime qu'il peut aller payer une spécialité, eh bien, on ne va pas lui rembourser le prix de spécialité. On va lui rembourser le prix du générique de cette même molécule. Donc, la bioéquivalence dont nous avons parlé ici est habituellement utilisée pour opposer les génériques et les spécialités, comme nous l'avons dit. Et certains fabricants arguent que les génériques sont de qualité inférieure par rapport aux spécialités. En fait, ce que nous devons savoir, c'est que la qualité des médicaments et les dénominations de médicaments sont des questions tout à fait différentes. Ce n'est pas le nom qui fait la qualité, mais c'est plutôt les conditions de sa fabrication, de son transport, de son stockage qui fait la qualité des médicaments. Nous pouvons passer, Aman. Alors, le chapitre 5 nous parle en fait de la liste des médicaments essentiels. C'est celle qui contient les noms des produits considérés comme prioritaires pour les besoins de la population. Cette liste, il ne faut pas la confondre avec les 3 autres listes que nous vous proposons là. Il s'agit de la liste nationale de médicaments homologués. Ça signifie des médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché après l'évaluation du dossier CTD par l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique du pays. Donc ici, ce sont des listes qui donnent l'autorisation pour que le médicament soit utilisé dans un pays ou dans une région. Ce n'est pas la liste des médicaments essentiels. Normalement, le nombre de médicaments autorisés est toujours supérieur au nombre de médicaments de la liste des médicaments essentiels. C'est tout à fait logique. Parce que tous les médicaments ne peuvent pas être dans la liste des médicaments essentiels. Sinon, on n'a pas une liste limitée. Et comme nous avons dit, la liste des médicaments essentiels est limitée. Elle est limitée. Nous avons également le formulaire de médicaments sujet de remboursement dans certains pays, ou encore un formulaire thérapeutique contenant les caractéristiques de médicaments dans un hôpital. Nous avons aussi aujourd'hui ce qu'on appelle des catalogues GS1 pour la traçabilité des médicaments. C'est pour que sur ce catalogue et sur la liste, cette liste contient des médicaments dont on a installé une puce ou un code barre pour lequel la traçabilité peut être suivie selon le circuit que le médicament va prendre. Donc, la liste des médicaments essentiels est tout à fait différente de cette liste-là. On peut aller? Aman, s'il vous plaît. Alors, là, nous donnons un aperçu pour vraiment catégoriser la différence entre les différentes listes. Comme vous le voyez, dans la plupart des pays, et ce serait intéressant que chacun regarde dans son pays le nombre de médicaments homologués. Dans un pays, c'est combien? Vous voyez, il y a eu une étude qui a été réalisée. Vous pouvez retrouver en faisant la recherche justement à l'Internet. Il y a des pays où on a trouvé environ 150 000 produits qui sont sur le marché. Mais il n'y a que 10 000 qui sont homologués, ce qui représente environ 7% du marché mondial. Mais ensuite, le nombre de médicaments dans la liste des médicaments essentiels est autour de 350. Donc, vous voyez déjà
un pays qui a homologué 10 000, mais le nombre de médicaments essentiels est environ 350. Soit environ 4% de médicaments qui ont été homologués. Et lorsque nous regardons ce que nous appelons les listes standards des hôpitaux et des centres de santé, vous allez voir qu'un hôpital général de référence ou un hôpital tertiaire peut avoir besoin d'environ 200 produits ou 300 produits. Tandis qu'un centre de santé de premier niveau, c'est environ 50. Si c'est beaucoup, c'est 100 produits. Donc, vous voyez la différence entre ces différentes listes. Il est important de pouvoir les maîtriser parce qu'en réalité, ce sont les médicaments des centres de santé qui sont dans les listes standards des centres de santé, qui sont dans les listes standards des districts sanitaires. Quand on les met ensemble, ça fait la liste des médicaments essentiels. On peut continuer. Le chapitre 6. Nous avons beaucoup parlé de la liste des médicaments essentiels, mais en réalité, la liste des médicaments essentiels ne peut se faire sans les guides thérapeutiques. En fait, ils sont interdépendants. Et pour élaborer la liste des médicaments essentiels, on commence par ce processus qui est de faire la liste des problèmes de santé du pays. Nous l'avons évoqué dans une autre diapositive antérieurement, en indiquant que nous devons commencer par faire ce que nous appelons le profil de morbidité du pays. C'est ça la liste de problèmes de santé du pays. Et cela, on doit le faire à l'aide des informations contenues dans le SNIS, dans le système d'information sanitaire. On peut reculer sur les 5 dernières années pour pouvoir identifier par ordre décroissant quels sont les problèmes les plus importants. C'est la deuxième étape, classer ces problèmes de santé par ordre d'importance en commençant par les plus fréquents et les plus sévères. 3, identifier un traitement de choix pour chaque problème en se limitant à un produit si c'est possible. Et ces produits sont ceux qui sont repris dans les guides thérapeutiques. Ces choix doivent se faire par un consensus avec le comité pharmacothérapeutique dans les hôpitaux. La question est, est-ce que nous avons ces comités dans nos hôpitaux pour pouvoir élaborer des listes standards au niveau du centre de santé ou au niveau des hôpitaux généraux de référence. Mais on a besoin de ces comités, mais aussi au niveau national, un comité national, pour réduire justement le risque d'intérêt personnel en se battre pour dire non, ce médicament, comme il est produit par mon ami, il doit figurer sur la liste. Les mises à jour régulières sont indispensables pour s'adapter aux changements, notamment des guides thérapeutiques. Les guides thérapeutiques changent régulièrement. Comme nous avons dit, la liste de médicaments essentiels peut changer tous les 2 ans. Mais lorsque les guides thérapeutiques, les directives standards de traitement changent, eh bien, automatiquement, les listes devront également changer pour pouvoir s'adapter à ces évolutions qui sont essentielles. Vous savez, chez nous, par exemple, la liste de médicaments essentiels, lorsque nous la terminons, nous l'envoyons à la douane, au service de la douane, pour les exonérations et pour obtenir justement certaines facilités. Donc, cette liste est une norme pour la plupart des pays. S'il vous plaît, Aman, nous sommes en train d'aller vers la fin parce que nous sommes légèrement en retard. Alors, le système de classification thérapeutique est un système qui a été mis en place. Certains pays ont des systèmes de classification particulières, mais l'OMS nous a aidés à pouvoir utiliser un système référencé qui permet l'analyse des besoins, de suivre la consommation et la comparaison des prix. Et ce système, c'est le système ATC. Donc, le médicament peut être classé selon l'organe où on parle ici de l'anatomie, c'est-à-dire l'organe où il va agir, la thérapeutique, autrement dit, la maladie ou la pathologie qu'il va aller soigner, et ensuite un élément chimique prouvant sa famille. Et ces éléments permettent d'avoir une codification permettant d'avoir les médicaments, plutôt les molécules, et plutôt les médicaments qui sont sur des listes avec une codification déterminée afin de pouvoir les répertorier ainsi que les classer. Suivant.
Nous allons voir d'ailleurs, il y a un site de l'OMS. Voilà. Le site de l'OMS vous permet en fait pour chaque produit d'avoir sa catégorie, d'avoir sa classe, sa famille et son code. Cela est très important parce que lorsque nous faisons les achats, eh bien, beaucoup de fournisseurs internationaux ont déjà en fait ces codes. Et lorsque vous faites votre commande et que vous les reprenez, le langage codifié étant déjà le même, votre commande peut être traitée très, très facilement. Donc, je vous souhaite de pouvoir entrer dans ce site de l'OMS pour pouvoir voir comment les produits sont agencés et classifiés et de manière à ce que nous puissions être sûrs que vous avez bien compris parce que certaines études, notamment les études de coûts de médicaments, sont liées, on peut utiliser, pour pouvoir faire ces études, on est obligé de pouvoir utiliser la codification donnée par l'OMS pour pouvoir avoir des résultats. Le suivant. Alors, quels sont les points clés pour sélectionner le médicament, comme nous avons dit? Nous avons donné les critères, nous avons donné le processus, mais nous voulons donner l'environnement. Dans l'environnement, il est important d'établir un processus transparent avec une approche fondée sur les données factuelles avec toutes les parties prenantes. Les données factuelles, nous en avons parlé. Il faut regarder les informations sanitaires, savoir quelles sont les pathologies les plus fréquentes, les plus sévères et les plus importantes qui affectent la grande partie de la population, rechercher les données statistiques de chaque problème de santé, dégager en fait les besoins moyens projetés sur une période, sur une année par exemple, afin de pouvoir établir quels sont les médicaments qui sont importants. Établir le lien entre les listes de médicaments ainsi que les produits avec les directives standards de traitement et les algorithmes diagnostiques. Lorsqu'on parle de médicaments, nous parlons également du diagnostic. Et pour faire les diagnostics, nous avons besoin de produits. Mais ces produits de laboratoire que nous devons utiliser sont liés au type de pathologie. Et le type de pathologie, c'est à un type d'examen qu'il faut réaliser. Donc, raison pour laquelle il faut avoir des algorithmes de diagnostic, bien sûr avec la participation de spécialistes et de prestataires de soins de santé primaires, des infirmiers qui sont dans leur structure, qui peuvent vous donner des informations très importantes. Il faut avoir un engagement technique de haut niveau, des cliniciens expérimentés, des universités, des ONG qui travaillent dans la santé. Nous avons les MSF, par exemple, qui sont dans la santé depuis plusieurs années et qui ont développé même des catalogues de médicaments, qui ont une grande expérience. Nous avons des organismes professionnels, l'ordre de pharmaciens, l'ordre de médecins, les ordres d'infirmiers. Donc voilà, toutes ces organisations, des associations justement de certains métiers, les techniciens, les spécialistes en laboratoire, toutes ces personnes, nous en avons besoin pour pouvoir préparer cette liste de médicaments essentiels. Il faut avoir une volonté politique de haut niveau, c'est très important. Si vous avez le ministre qui vous accompagne, qui soutient ce que vous faites et qui signe les arrêtés pour pouvoir décider que tout le travail qui a été fait est transformé en norme, c'est une très bonne chose. Il faut une diffusion à grande échelle. Souvent, nous faisons des listes. Je me rappelle une liste de médicaments essentiels que nous avions fait en 2010, qui a été dépassée, mais tout ce que nous avons reproduit est resté dans nos tiroirs. Mais sur terrain, on ne pouvait pas trouver ces listes. Il faut également faire un suivi et une supervision adéquate afin de vous assurer que la liste que vous avez donnée au niveau de formation sanitaire, eh bien, on s'y réfère pour pouvoir faire la liste de besoins. Nous avons aussi un processus de mise à jour avec des progrès thérapeutiques, des changements de coûts, de profils de résistance aux antimicrobiens. Comme nous l'avons dit, beaucoup de médicaments aujourd'hui, surtout des antibiotiques, deviennent, rencontrent de plus en plus de résistance et donc il faut les remplacer, il faut les changer si nous voulons continuer à atteindre les résultats. Suivant, je pense que c'est le dernier. Voilà. Nous avons dépassé largement le temps, mais là nous avons synthétisé ce module qui a 8 chapitres avec beaucoup d'informations
pour ceux qui suivent le module, je pense qu'ils ont encore beaucoup plus d'informations que celles que nous avons partagées. Mais ici, nous avons voulu vraiment les centrer sur des points clés. Sans la liste des médicaments essentiels, vous ne pouvez pas atteindre la grande majorité de la population. Mais nous ajoutons également la vraie liste des médicaments essentiels à une liste limitée de médicaments. Mais dans nos pays, regardez bien, je vous demande de voir un peu ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez vu dans une des diapositives, nous avons noté que la liste de standards pour un centre de santé, en moyenne, on peut trouver 50 produits. Pour un hôpital de district de référence, on peut trouver 200 produits. Si nous ajoutons les consommables, une liste de médicaments essentiels ayant 350, voire 500 médicaments, on peut estimer qu'il peut atteindre la majorité de la population. L'exercice que je nous demande, c'est de pouvoir regarder, compter le nombre de médicaments qui sont dans nos listes. Et pour être précis, ne mettez pas les consommables, juste les médicaments, les consommables. Enlevez les seringues, par exemple, et comptez les médicaments. Il y en a combien dans vos listes? Et nous serons intéressés à savoir dans la prochaine session cet exercice. Si nous prenons comme référence 500 produits dans la liste des médicaments essentiels, essayez de faire l'exercice en prenant la liste des médicaments essentiels que nous avons aujourd'hui. Faites le compte. Prochainement, vous nous direz combien de médicaments vous avez dans la liste et par rapport à 500 comme référence, combien vous avez dans votre liste. Est-ce que nous avons 500, nous avons moins de 500 ou nous avons 1000, 1500 ou 2000 produits dans la liste des médicaments essentiels? Voilà, j'ai terminé par ici. Je salue donc tout le monde et je vous donne la parole. Premièrement, pour que vous puissiez, ceux qui suivent les cours, la formation, si vous avez des difficultés, ça c'est en deuxième phase, nous allons prendre environ 15 minutes. En premier lieu, s'il y a des questions, nous allons les entendre et nous serons tous là pour pouvoir y répondre. Et ensuite, ceux qui ont des difficultés pour les cours, ils peuvent mentionner les difficultés qu'ils ont rencontrées dans le processus de formation qui est en cours. Merci. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions vous voir, mais nous allons également regarder dans le chat s'il y a des questions qui ont été posées. Merci. La première main que je vois, c'est Dr Mobele. Vous avez la parole. Bonjour, docteur, toujours félicitations pour les exposés. Merci. Je voulais juste revenir sur un problème. Et vous l'avez signalé, le problème des antibiotiques. Nous développons aujourd'hui une résistance. Mais est-ce que le développement de cette résistance à l'antibiotique n'est pas lié au comportement des soignants? Parce que si aujourd'hui nous luttons contre les fourrailles du Congo, vous vous rappelez bien, les fourrailles, les produits des frélatés qui fatiguent les gens, aujourd'hui je pense que nous faisons face aussi à une situation pareille. C'est comme si tout traitement en Afrique, dans la bande sahélo-saharienne et tout ça, comme si tout traitement de maladie, on doit associer de l'antibiotique. Alors, est-ce que ce n'est pas la faute aux soignants ou bien est-ce que c'est ceux qui font la promotion comme des paramédicaux, qui font la promotion, qui poussent les gens à utiliser les antibiotiques? Donc, c'est ça ma question et ça vraiment, ça me perturbe. Merci beaucoup, Dr Mobele. Alors, vous avez parfaitement raison. La résistance aux antibiotiques, il y a plusieurs causes. La première cause, c'est le comportement des soignants
parce que justement, est-ce que les prescriptions sont rationnelles? Est-ce qu'ils prescrivent de manière correcte? C'est cela déjà le premier problème. Le deuxième problème, ce ne sont pas les soignants, c'est le patient, en termes d'observance. En tout cas, ce que nous voyons dans notre environnement habituel, c'est que lorsqu'une personne reçoit un traitement, dès qu'il a commencé et que les signes de la pathologie disparaissent, eh bien, il arrête. Il arrête le traitement sans l'avoir terminé. Et ça sont des éléments qui, justement, conduisent à ce que les micro-organismes puissent développer la résistance et, finalement, puisqu'il s'agit de micro-organismes qui passent de contamination en contamination, on se retrouve justement avec des micro-organismes de plus en plus résistants et qui ne sont pas du tout maîtrisables. Malheureusement, c'est nous qui sommes en train de pouvoir provoquer, en fait, cette résistance. Troisièmement, c'est la qualité des produits aussi. Lorsque nos autorités de réglementation sont faibles, lorsque les médicaments qui entrent dans le pays ne sont pas de qualité, surtout lorsqu'ils sont insuffisamment dosés, vous avez des médicaments sous-dosés, et bien cela contribue également. Donc, vous voyez que la responsabilité, je ne dirais pas qu'elle est partagée, mais nous sommes tous dans cette grande responsabilité, notamment pour ceux qui doivent réguler le marché, ceux qui soignent, qui doivent s'assurer qu'ils doivent absolument donner des informations idoines lorsqu'ils reçoivent un patient, lui faire comprendre que le médicament doit se prendre jusqu'à la fin. Mais nous tombons tous malades. Mais lorsque nous allons dans les hôpitaux, vous allez trouver que le médecin est très pressé de se débarrasser de vous. Donc, à peine vous avez commencé, vous avez une ordonnance qu'il vous présente et il ne vous dit même pas ce qu'il faut faire pour le prendre. Et ensuite, quand vous allez sur le marché, vous allez dans une officine, eh bien, on vous vend le produit sans tous les conseils de dispensation. Donc, les problèmes sont à tous les niveaux. Il faudra justement que nous puissions développer des plans qui puissent prendre en compte l'ensemble des acteurs et mener des actions pour voir ce phénomène s'arrêter. Moi, personnellement, j'ai déjà peur quand je vois beaucoup de médicaments qui ne sont plus efficaces et pour lesquels la résistance augmente. Eh bien, je suis en train de me demander si demain nous n'allons pas mourir, non pas en fait de maladie, oui, c'est la maladie qui sera là, mais nous allons mourir parce que le médicament ne sera plus efficace. Et ça sera dramatique. OK, nous donnons la parole à... Docteur, excusez-moi, une minute. Oui. C'est pourquoi la fois dernière, lors de nos débats, vous-même, vous venez de parler des produits sous-dosés, des produits de mauvaise qualité et tout. Je crois qu'avec Dr Sondé et avec l'Institut Empower, il faudrait que nous réfléchissions vraiment pour trouver une solution en travaillant avec des pharmaciens vraiment locaux. Surtout qu'aujourd'hui même, imaginez dans toute l'Union africaine, imaginez dans le CAC, imaginez dans tout ça, nous n'avons pas des pays qui fabriquent certains médicaments. Prenons par exemple au Congo, bon, un peu à Bukavu, ou bien je ne sais pas si c'est à Bukavu ou à Goma, on essaie de faire un peu de la chloroquine quelque part avec les produits qui sont pleins dans la brousse, à Butembo, à Bingi et tout ça, on essaie un peu de faire de la chloroquine. Mais si seulement en Afrique, on n'arrive pas à avoir des usines du point de vue régional, on ne va pas solutionner à ces problèmes. Et le second problème aussi, c'est, comme vous le dites, le soignant. Comment un médecin peut prescrire 2 ou 3 antibiotiques pour un seul cas de maladie? Il va prescrire 2 antibiotiques, un anti-inflammatoire, et puis c'est difficile. Hein? Ce que je vous dis, si nous ne faisons pas attention, je crois que les médicaments et la drogue, on est dans un même niveau de vente et nous sommes en train de tuer les paisibles citoyens ou bien faire du mal à une population où les reins commencent par être affectés avec des conséquences terribles. Donc, bon, c'est un plaidoyer avec l'école, avec ce que nous faisons aujourd'hui. Moi,
j'ai fait de la logistique pure. Aujourd'hui, je fais cette logistique qui est sanitaire. Ça m'amène à faire plusieurs analyses et plusieurs confrontations. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous devrons réfléchir. Merci, docteur. Merci beaucoup. En fait, les défis sont nombreux. C'est ainsi que nous pensons pour lutter contre la résistance antimicrobienne. Je sais que nous avons tous reçu des programmes de l'OMS, mais je me pose la question, est-ce que nous avons réellement fait d'abord des études d'évaluation de la sensibilisation des antimicrobiens dans nos pays pour savoir quels sont les antibiotiques qui sont les plus affectés et pourquoi. Donc, je n'ai pas encore vu, je vois des études de temps en temps d'antibiogrammes réalisées par quelques laboratoires ici, mais je n'ai pas encore vu une étude globale qui peut nous donner la situation du nombre d'antibiotiques qui n'est plus utilisable, qui ne sont plus utilisables parce que la résistance est plus importante. Donc, nous allons y revoir. Je donne la parole à Sylvain. Ensuite, ce sera bienvenu. Merci. Bonjour, docteur Franck Biahi. Donc, je suis Johnny Sylvain, je suis en Haïti, pharmacien. Lors de la présentation précédente, vous avez dit qu'on allait partager les diapositives aux participants. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu les diapositives. Je ne sais pas ce qui se passe. OK, merci beaucoup. Je pense que Aman vous a bien entendu. Après la réunion, les diapositives, je demande à Aman de repartager aussi la première diapositive, et plutôt la première présentation que nous avions faite. Cher ami Johnny, si vous pouvez envoyer un message aussi à Aman, si vous avez sa boîte mail, vous pouvez lui demander pour qu'il puisse vous le transmettre, mais vous devriez normalement être dans le mailing list dans lequel tout le monde se trouve pour avoir les diapositives. Donc, nous allons travailler avec Aman pour que vous puissiez recevoir les diapositives, y compris la présentation d'aujourd'hui. Oui, la parole est à bienvenue. Bonjour, professeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. Là, je suis dans un environnement où la connexion n'est pas trop stable. Et si ça se coupe, ne me tenez pas rigueur. Alors, je voudrais juste remercier d'abord le professeur pour cet exposé. Je suis bienvenu Mabanza de la RDC. Et je ne suis pas un apprenant. Au fait, je suis déjà diplômé comme expert de la chaîne d'approvisionnement. Mais je voudrais juste donner ou encore contribuer par rapport à la situation que j'ai vécue sur place en RDC sur le critère qui est lié à la confusion. Vous savez que aujourd'hui, avec le paludisme, notre pays, dans ses recommandations, en première intention, nous avons AL et nous avons AZAC et aujourd'hui à pyronaridine et artesunate. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je le dis parce que c'est un défi majeur. La chaîne d'approvisionnement a comme finalité aujourd'hui, au fait, la protection du patient ou encore le bénéfice du patient. Au fait, c'est la bonne santé du patient. Mais qu'est-ce qui est arrivé en RDC? Aujourd'hui, avec le manque de suivi de recommandations, il y a eu une confusion entre un produit d'hyperakine, qui est au fait une combinaison recommandée en RDC, avec Dépakine, qui est un anti-épileptique du groupe Sanofi. Et vous vous rendez compte qu'on a prescrit d'hyperakine. Dans les cas de paludisme, les dispensateurs dans une pharmacie a livré Dépakine, qui est un anti-épileptique. Et au fait, le malade, heureusement, le traitement était de 3 jours, mais le malade a eu des effets secondaires très sérieux et en fin de compte, le malade a succombé.
Et le dispensateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que fermer la pharmacie et fuir. Alors, je dis que l'exposé du professeur arrive à point nommé. Pour nous, les apprenants, nous devons faire un effort au niveau de la rédaction ou encore au niveau de médicaments qui doivent intervenir au niveau de la liste des médicaments essentiels. Parce que si on ne le fait pas, on ne saura jamais protéger le malade. Je dis merci une fois de plus parce que c'est un cas, au fait, que j'ai vécu et nous avons essayé de retrouver la personne, mais la personne est partie et aujourd'hui, on a perdu un enfant bêtement parce qu'il y a eu un cas de confusion. Je voulais juste donner cet exemple pour dire que les critères sont à prendre au sérieux pour la rédaction de listes de médicaments essentiels. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci, bienvenue. Le problème que vous soulevez est aussi grave, mais principalement aussi lié à un marché pharmaceutique qui est pollué. Le fait justement que malheureusement, pendant plusieurs années, n'importe qui peut ouvrir ce qu'on appelle pharmacie, en fait c'est des boutiques, comme nous les appelons des boutiques de mort, et voilà les conséquences. Et des cas comme ça, ce sont des cas qui doivent être documentés. Moi, je serais intéressé vraiment d'avoir cette documentation parce que ça nous aide notamment à pouvoir faire les plaidoyers auprès des autorités qui prennent des décisions en vue de pouvoir éradiquer en fait cette officialisation de ce que je peux appeler d'assassinat, parce que ce que vous avez dit, c'est ce qui a été documenté et connu, mais ce qui n'est pas connu est énorme. Dans les boutiques appelées pharmacie, notamment en RDC, eh bien, on trouve n'importe qui. Voilà, j'ai un peu d'argent, je cherche à faire un commerce. Au lieu de faire l'alimentation, autre chose, ok, je fais le commerce de médicaments. Bon, ma femme, à la maison, je la prends, je la mets comme, entre guillemets, pharmacienne au comptoir. Bon, quand on a écrit des parkings, pour elle, avec des parkings, c'est la même chose. C'est là, en fait, les conséquences de ne pas avoir un système régulier avec une réglementation qui n'est pas appliquée. Et ça, c'est les conséquences et ce sont des décès. Donc, après la présentation, il faudra me contacter. Moi, j'aimerais vraiment avoir la documentation détaillée de tout ce qui est arrivé, le lieu, la date. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider à atteindre les autorités, y compris le ministère de la Justice, pour qu'il puisse apporter son appui à la santé, afin qu'on puisse supprimer en fait tous les risques majeurs qui sont liés au fait que tout le monde est en train de vendre des médicaments en RDC. Merci encore une fois. Je reviens, comme je ne vois plus de main, j'ai regardé dans le chat, je vois plus des commentaires, justement, que chacun a fait, c'est une très bonne chose. Pour poser la question à ceux qui suivent les cours, est-ce que vous avez des difficultés en termes de cours, d'accession aux modules, d'accession aux ressources? Est-ce que vous avez des problèmes? Oui, Régine Keika, vous avez la parole. Régine, ouvrez votre micro, hein? Vous avez la parole. Régine, ouvrez votre micro, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout. Oui, ouvrez le micro. Ouvrez le micro maintenant. Essayez d'ouvrir, oui. Parlez. OK. En tout cas, on ne vous entend pas. Vous pouvez écrire votre commentaire dans le chat, comme ça je peux le lire pour tout le monde. Parce que je vois qu'il y a peut-être un problème de connexion. Hein, vous pouvez écrire dans le chat. Il y a un endroit où vous pouvez écrire votre message ou vos commentaires. Alors, nous allons le lire pour tout le monde et essayer de répondre si c'est une question.
Alors, je vois des commentaires. Commentaires de... oui, c'est des commentaires liés aux questions suivantes. Je vois un commentaire de Joseph. Dans les grandes villes, par exemple Kinshasa, en RDC, la délégation médicale antagonise les génériques avec les spécialités. Voilà. Et ce sont les spécialités qui sont beaucoup plus prescrites. Oui, c'est vrai ça. Le problème, c'est que avec la délégation, la promotion de médicaments, il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes, des pratiques de corruption, des pratiques de collusion. Nous avons eu des cas où nous avons constaté, par exemple, que certaines firmes pharmaceutiques vont voir les praticiens, donc les médecins, et leur donnent, je peux dire, ça peut être en nature ou en argent. Voilà, et on a vu un cas, vraiment un cas où le médicament en promotion était un produit injectable. Eh bien, on a constaté que le fournisseur ou la firme avait demandé à ce que les médecins qu'il avait ciblés puissent lui garder les flacons de médicaments qu'il a utilisés chez des patients. Et selon le nombre de flacons, il était payé. Vous voyez, c'est des choses assez graves, malheureusement, qui existent et qui subsistent, qui vont amener justement les praticiens à devoir plutôt, si vous voulez, prescrire ce médicament-là parce qu'il gagne de l'argent. Nonobstant ce que je peux appeler les besoins du patient. Donc, on peut prescrire un antibiotique dont le patient n'a pas besoin, mais qui va plutôt permettre au prescripteur d'avoir l'argent. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Malheureusement, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus fréquentes. OK. Il y a une question. Nous allons sur la base. J'ai lu, c'est notre ami, donc notre collègue Vincent. J'ai lu le commentaire. Nous allons sur la base de la définition du médicament selon le MES. Pouvons-nous inclure les vaccins ou certains produits à visée diagnostique ou encore des médicaments utilisés dans le domaine animal sur les médicaments essentiels? Alors, les vaccins d'abord. Les vaccins, si vous prenez la définition du médicament, je ne sais pas si je peux donner une autre définition que celle-là qui est très claire. Elle est très, très claire. Les vaccins, ce sont des médicaments parce que les médicaments, selon la définition de l'OMS, ont des aspects non seulement curatifs, mais préventifs. Et les vaccins sont donnés pour pouvoir prévenir de maladies. Pour les produits à visée diagnostique, ça dépend. Il y a des produits tels que les transits barytés que la personne avale, ensuite on fait la radio. Est-ce qu'on peut appeler ça de médicaments? Oui, selon la définition de l'OMS, parce que ce sont des produits qui permettent aussi d'établir un diagnostic médical. Donc, la définition de l'OMS, pour moi, elle est claire. Il y a beaucoup plutôt des combats d'arrière-garde de certaines personnes qui estiment, par exemple, que les vaccins ne sont pas des médicaments, bon, parce qu'il y a des intérêts particuliers qu'on recherche. Mais sinon, si vous prenez la définition de l'OMS, je pense que vous avez la réponse à la question. Alors, il y a Régine qui a fait un commentaire. Il y a beaucoup de délits à relever avec la mise en pratique de la réglementation pharmaceutique. Voilà. Je ne sais pas si le chat est terminé, mais je comprends, effectivement, il y a beaucoup de... Si la réglementation pharmaceutique ne marche pas, eh bien, les conséquences se retrouvent non seulement au niveau de l'utilisation rationnelle, de mauvaises prescriptions, des diagnostics inexacts, de mauvaises dispensations. On peut avoir sur des médicaments de mauvaise qualité parce que la réglementation ne permet pas de pouvoir mettre des soupapes de protection pour filtrer uniquement des médicaments de bonne qualité qui puissent entrer dans le pays. Je donne la parole à Ghislaine. Okay. Bonjour, professeur. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de l'accès aux cours. J'arrive à ces deux cours, mais je n'ai pas de son.
j'ai signifié ça, ça fait des semaines. J'avais signifié ça à M. Aman, mais il me dit que ça doit être mon appareil. Alors que j'arrive à suivre les réunions Zoom avec le son qui est bien. Mais au niveau des cours, je n'ai pas de son. Donc, je suis obligé de faire ça de manière visuelle. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au fait. OK. Je peux demander parmi les collègues, est-ce qu'il y a un autre collègue qui a eu les mêmes difficultés du son? OK. Voilà ce qu'on va faire prochainement pour éviter de nous retrouver justement avec des difficultés de son pendant la réunion. C'est que je vais demander à Aman que nous puissions, en tout cas, avant le webinaire, que nous puissions tous nous connecter 15 minutes avant et que nous puissions faire un essai pour nous assurer que nous entendons et que nous voyons également. Donc, 15 minutes avant, nous nous connectons et nous faisons les essais. Ça va nous éviter les désagréments. Nous nous excusons beaucoup pour ce désagrément. Donc, nous allons essayer de nous améliorer prochainement pour que vous puissiez bien nous entendre. Mais je vais demander donc pour le prochain webinaire, lorsque vous aurez la date et surtout l'heure, connectez-vous 15 minutes avant et nous allons faire un essai pour nous assurer que l'image ainsi que la connexion, le son passe très bien et que vous entendez tous. Nous excusons, Ghislaine. Nous allons nous améliorer prochainement, mais je pense que si nous faisons comme je l'ai dit, nous pourrions réduire les risques de vous voir rater les discussions que nous avons eues. OK. Est-ce qu'il y a encore un collègue, deux collègues qui ont des interventions? Nous avons largement dépassé. Nous pouvons arrêter dans 2 ou 3 minutes. Est-ce que ceux qui suivent les cours, ils ont des difficultés? Voilà. Je vois encore des mains levées. Je ne sais pas si, je vois bienvenue. Je ne sais pas si c'est l'ancienne main ou c'est une nouvelle main. Non, professeur, c'est l'ancienne main. C'est l'ancienne main. Je n'ai pas de questions. Merci une fois de plus, professeur. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, Ghislaine, c'est une ancienne main aussi, hein? D'accord. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est nous allons terminer, nous vous remercions. N'hésitez pas, pour ceux qui suivent les cours, de pouvoir écrire. Je crois qu'il y a Aman qui avait déjà perdu, et plutôt partagé, excusez-moi, sa boîte mail. Vous avez également les contacts du docteur Issaka Sondé. Vous avez également mon contact. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas d'envoyer un mail. N'hésitez pas à nous envoyer par WhatsApp pour ceux qui ont nos numéros, donc WhatsApp. Si vous avez des problèmes, faites-le. Communiquez vos difficultés pour que nous puissions vous aider, vous appuyer, afin que vous puissiez suivre les cours sans difficulté et arriver aux résultats escomptés. Nous tenons à vous remercier tous pour votre participation et nous souhaitons que vous soyez encore nombreux, plus nombreux qu'aujourd'hui, pour la prochaine session qui aura lieu. Et Aman vous communiquera justement la date, le jour et l'heure. Merci à tous et je voudrais saluer particulièrement Mariama au Burkina Faso, avec qui j'ai eu à suivre les cours de diplôme interuniversitaire en 2014. Donc, je suis content de vous revoir et de vous entendre. À très, très bientôt. Merci à tous.